C'est News, il est 8h16, bienvenue à tous. Laurence Ferrari, vous recevez ce matin Fabien Roussel, le candidat du Parti communiste à la présidentielle. Bonjour Fabien Roussel. Bonjour Laurence Ferrari. Bienvenue dans la matinale de CNews. On va d'abord parler un peu de l'actualité du Covid, Conseil de défense hier, avec plusieurs décisions pour tenter de juguler l'épidémie à 3 semaines de Noël, fermeture des discothèques pour 4 semaines, incitation à limiter les moments festifs, démarrage de la vaccination des enfants, retour du masque à l'école en extérieur. Ce sont des mesures indispensables à prendre ? Ce sont des mesures indispensables à prendre pour freiner l'épidémie. Je regrette encore une fois que toutes ces décisions soient prises en Conseil de défense, qu'elles ne soient pas partagées avec l'ensemble de la représentation nationale, que nous n'ayons pas les éléments que le président de la République a pour pouvoir prendre de telles décisions. Mais aujourd'hui, je voudrais aussi lancer un appel, tirer le signal d'alarme pour nos personnels soignants. L'hôpital public craque, nos soignants souffrent beaucoup. Aujourd'hui, le personnel médico-social manifeste parce qu'ils sont écartés du Ségur de la santé. Ils n'ont pas eu les revalorisations salariales qu'ont eu d'autres et qui restent malgré tout très marginales. Et donc nous avons besoin de nos soignants. Ils ont été applaudis il y a un peu plus d'1 an et demi. Aujourd'hui, ils souffrent énormément. L'augmentation des salaires, la fermeture des lits qui se poursuivent. Mon collègue Sébastien Jumel a présenté un texte de loi contre les déserts médicaux. Il y a aujourd'hui des millions de Français qui se trouvent à plus de 30 minutes d'un centre d'urgence, des femmes en âge d'avoir des enfants qui se trouvent à plus de 45 minutes d'une maternité, parce qu'on continue de fermer des hôpitaux comme l'hôpital Bichat à Paris, et donc il y a un plan d'urgence à mettre en faveur de l'hôpital et de nos soignants. Vous parlez de l'augmentation des salaires, vous l'avez mise au crédit du gouvernement, c'est bien cela? Il a augmenté les salaires des soignants? Oui, si on peut dire. Le gouvernement a dû augmenter les salaires des soignants parce qu'il voyait bien que ça ne pouvait pas durer, mais c'est une augmentation 100-150 euros qui est bien loin du compte par rapport à ce qu'ils font et tout ce qu'ils ont fait, à tel point qu'aujourd'hui, beaucoup démissionnent et beaucoup sont épuisés. Ça fait 2 ans, presque 2 ans que nous sommes en crise pandémique. Le gouvernement n'a pas lancé un vaste plan de création d'emplois, de pré-recrutement dans ces formations, comme d'ailleurs je le propose. Nous proposons, nous, de pré-recruter 100 000 soignants pour faire face à nos besoins, tout simplement. Pour les former sur 2 ans, c'est ça, au minimum? Mais il y a 2 ans à 3 ans de formation pour être soignante, infirmière, et beaucoup plus pour d'autres professions. Mais là, on va arriver à 2 ans. Donc, on aurait dû, il faut maintenant engager un vaste plan de formation, de pré-recrutement de tous ces personnels qui nous manquent. Mais il faut pour ça revaloriser ces métiers. Donc augmenter les salaires. Voilà. Et donc, ça fait partie des mesures très rapides que vous voulez mettre en œuvre? Tout à fait. Il faut sortir la finance, il faut sortir la santé des logiques financières, des logiques comptables. Et il faut faire de la santé une priorité nationale, parce que nous serons encore pour un moment dans cette pandémie. Et donc nous avons besoin de soutenir notre hôpital public, ouvrir des lits, investir dans des hôpitaux de proximité, dans des maternités, dans des services d'urgence, lutter contre les déserts médicaux. Vous avez aussi fait une proposition concernant les hausses de salaire. De combien est-ce que vous voulez les augmenter pour les salaires les plus bas, bien entendu? Et vous vous appuyez sur l'exemple de l'Allemagne, c'est bien cela? L'Allemagne a annoncé hier une augmentation de 25% de son salaire minimum. En Espagne, où je suis allé rencontrer mes camarades ministres communistes espagnols dans ce gouvernement de gauche, c'est Yolanda Díaz, la ministre communiste du Travail, qui a augmenté de 30% les salaires depuis que ce gouvernement est au pouvoir. Pareil au Portugal. Nous disons qu'en France, il faut engager ce grand mouvement d'augmentation des salaires. Le SMIC, mais aussi les salaires qui sont au-dessus pour la classe moyenne. Mais à la charge des entreprises, c'est-à-dire que quitte à couler les entreprises, ou c'est l'État qui prend tout ça en charge? À la charge des entreprises, parce qu'aujourd'hui, les hausses de salaire, c'est l'État qui les paye. C'est nos sous. C'est la prime d'activité dont parle le gouvernement à chaque fois en disant que les salaires sont augmentés. Ça coûte 10 000... C'est une prime, c'est pas une augmentation. Mais c'est pas une augmentation de salaire. Les salariés au SMIC peuvent aller demander à la CAF une aide de 100 à 150 euros qui est payée avec nos sous. C'est nos salaires qui payent cette augmentation et c'est 10 milliards d'euros pour le budget de l'État. C'est inadmissible que ce ne soit pas le groupe Carrefour qui paye ses caissières. Vous parlez des grandes entreprises, pour les TPE, mais une augmentation du SMIC que vous proposez, ça les fait couler. Mais il y a d'abord aujourd'hui 40 branches professionnelles où le salaire minimum est en dessous du SMIC. C'est intolérable. Je proposerai une loi immédiatement pour demander à ce que toutes ces branches professionnels s'alignent sur le SMIC. Nous proposerons ensuite une conférence générale des salaires pour que tous les salaires
augmente. Et enfin, il faut augmenter les salaires dans la fonction publique, dont le point d'indice a été gelé pendant 11 ans. Une augmentation de 30% des salaires dans la fonction publique pour les catégories B et C. C'est bon pour l'économie. Une France forte, c'est une France avec des salaires élevés, parce que c'est aussi de la consommation en plus pour notre pays, et donc de l'activité en plus pour nos PME, pour nos TPE et pour les commerçants et les artisans. Franchement, si on pouvait baisser pour eux le coût de l'électricité, du gaz, le coût des assurances, pour les accompagner aussi, pour les aider. Sinon, effectivement, elles seront elles aussi en difficulté. Le coût de l'énergie, il est assez incompressible. Nous ne maîtrisons pas forcément le prix de l'énergie. Le gouvernement là a gelé les prix pour un certain nombre de matières premières. Qu'est-ce que vous proposez, vous? Est-ce qu'il faut que nous augmente notre part du nucléaire pour que justement notre électricité soit moins chère et que ça pèse moins sur le pouvoir d'achat des Français? Nous avons besoin d'un mix énergétique nucléaire et énergie renouvelable pour pouvoir demain nous passer des 50, énergies 50 comme c'est prévu oui, 2035. Mais en augmentant la production d'électricité. Parce qu'aujourd'hui, il va falloir se passer des énergies fossiles, le gaz, le pétrole, le charbon. C'est terminé à terme. Donc, nous allons remplacer ces énergies fossiles par de l'électricité renouvelable et nucléaire. Et il nous faut augmenter la production d'énergie renouvelable et nucléaire. Donc, nous avons besoin d'investir là-dedans. Et d'ailleurs, je trouve scandaleux, je pense à ça parce que Jean-Luc Mélenchon a fait une sortie lors de son meeting dimanche. J'ai été alerté par des salariés d'EDF et notamment de la centrale de Gravelines. Qu'est-ce qu'il a dit ? Qui trouvent inadmissible que Jean-Luc Mélenchon fasse peur à tous nos concitoyens en disant qu'un missile pourrait venir de l'espace pour tomber sur nos centrales nucléaires et celles de Gravelines, en faisant de la moitié nord de la France un désert pendant 20 000 ans. Et en faisant peur sur le fait que 10 millions de personnes seraient évacuées parce que cette centrale pourrait exploser. C'est pas comme ça que le débat public doit se mener quand on doit parler de choses sérieuses, telles que comment allons-nous sortir des énergies fossiles. L'énergie nucléaire, nous en avons besoin pour lutter contre la pauvreté, pour défendre le pouvoir d'achat et pour réindustrialiser le pays. Cette centrale de Gravelines, elle est déterminante pour faire fonctionner nos usines, notre industrie. Cette fameuse usine Ascoval que nous avons tous sauvée, nous en avons besoin parce que cette électricité, elle est décarbonée. Alors faire peur à nos concitoyens, à tous ceux de ma région, en disant que cette centrale pourrait exploser comme ça du jour au lendemain parce que la guerre viendrait de l'espace, c'est véritablement agiter des fantasmes. Je sais qu'il est pour la légalisation du cannabis. Je ne sais pas s'il avait fumé au moment où il a dit ça, mais c'est pas sérieux. Et c'est irresponsable de sa part. Et c'est irresponsable parce que nous avons besoin d'un débat serein sur ce sujet, et y compris sur la manière de sécuriser nos centrales nucléaires. Parce que c'est important, et pour ça nous avons besoin d'une politique publique qui permette de sécuriser la production d'énergie nucléaire et d'énergie renouvelable dans notre pays. Monsieur Roussel, vous avez aux 500 signatures pour être candidat ? Ça vient. C'est dur ou pas ? Ou vous les aurez facilement ? Ce n'est pas dur. Je n'ai pas de crainte sur ce sujet. Mais pour moi, ce qui est important, c'est aussi de pouvoir avoir le soutien de maires qui n'appartiennent pas à ma formation politique, mais qui se retrouvent dans les valeurs et dans le combat que je porte, notamment en direction des communes. Et avoir le soutien de maires, sans étiquette, c'est aussi, ça m'oblige vis-à-vis d'eux, dans le discours et dans le projet que je porte pour la France. Et donc, je travaille à ça. La droite est en train de s'organiser. Valérie Pécresse a été désignée candidate pour la présidentielle des Républicains. Un dernier sondage Harris Interactive la donne très haut, notamment face au second tour, face à Emmanuel Macron dans le second tour. Et puis il y a Éric Zemmour qui a tenu un grand meeting à Villepinte, 13 000 personnes, avec un discours d'1h30. Il a été agressé lui-même physiquement à l'arrivée dans son meeting. Et il y a eu des violences contre des militants de SOS Racisme. Qu'est-ce qui vous marque dans cette séquence ? D'abord, son discours est d'une extrême violence. Son discours. Il nous propose un avenir en brun. Chez moi, on dirait un avenir de brun. Mais, il dit non, je ne renverrai pas certains Français. Oui, je tends la main aux musulmans qui veulent devenir nos frères. C'est un discours extrêmement violent parce que dans un discours d'une heure à peine, il réussit à s'en prendre aux juges, aux journalistes, aux féministes, aux gays et aux lesbiens, aux enseignants, aux antiracistes, violemment, pendant son meeting. C'est pas lui. Non. Vous lui concéderez ça. Mais ce climat
est le pire climat que l'on pourrait promettre à la France. C'est un discours d'une grande violence et c'est plutôt inquiétant. Ce qui me fait dire que, quand j'ai entendu ce discours, je me suis dit c'est la France des années 30, mais sans les congés payés et sans le Front populaire. Et il y a véritablement besoin de pouvoir opposer à ce projet le projet des jours heureux, un projet de réforme progressiste, avec des valeurs qui nous rassemblent, avec un projet de fraternité, de solidarité, un projet où on partage les richesses, où on répond aux questions sociales qui sont le cœur du sujet, le pouvoir d'achat et la vie chère, la hausse des salaires, la hausse des retraites pour nos retraités qui ont manifesté la semaine dernière, la baisse de la CSG sur les retraités, le rétablissement de la demi-part pour les veuves qui a été supprimée par Sarkozy et Hollande. C'est une mesure que je remets sur la table parce qu'elle est importante pour tout cela, toutes celles-là. Il n'en parle pas. Ce n'est pas son sujet, c'est le mien. Est-ce que vous condamnez les violences qui se sont exercées à son encontre? Il est candidat à l'élection présidentielle. Est-ce qu'il faut, quoi qu'il arrive, condamner ces violences contre un candidat? Il n'y a aucune violence physique à avoir dans ce débat politique que nous devons avoir jusqu'au mois de juin avec les élections législatives. Trop de violence dans le débat politique, mais de violence physique. J'ai été moi-même aussi menacé plusieurs fois. Ce n'est pas tolérable et acceptable. Et donc, je ne cautionne pas cette agression dont il a fait l'objet physiquement. Vous la condamnez même. Mais bien sûr, mais bien sûr. Je veux dire, on doit pouvoir aller dans un meeting sans avoir peur de se faire agresser, que ce soit le candidat ou ses partisans. Ou que ce soit des militants. Mais enfin, les militants ne se sont pas fait agresser par SOS Racisme. Enfin, je voudrais là quand même qu'on fasse deux poids deux mesures quand même. On a affaire à des militants antiracistes qui viennent brandir des lettres et pour dire stop au racisme. Le problème de fond, c'est quand même celui-là. C'est que ces militants antiracistes se sont fait tabasser, et notamment tabasser par des groupuscules d'extrême droite, dont les Zouaves de Paris, qui ont publié un clip se vantant de cette violence, de ces coups donnés à des jeunes filles qui étaient là pour dire non au racisme, avec un responsable qui s'appelle Marc de Cacré-Valmenier, membre de ces Zouaves de Paris, qui lui, la justice a requis plusieurs mois de prison ferme contre lui et les siens, parce qu'ils ont tabassé un café à coups de manche de pioche. Voilà le climat de ces meetings de Zemmour et de la France qu'il nous propose. Est-ce que c'est normal qu'à chacun de ces déplacements, on tente de l'empêcher de prendre la parole avec des militants d'extrême gauche, des antifas qui s'en prennent à chacun de ces déplacemun? Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'un candidat à la présidentielle en 2021 nous n'appelons pas à ces manifestations. Chaque Français doit pouvoir faire le choix sur les programmes de chaque candidat, et chaque candidat doit pouvoir les exposer. En revanche, je dis, et je l'ai dit à la tribune de l'Assemblée nationale, le racisme et l'antisémitisme n'ont pas de place dans notre République. Ce ne sont pas des opinions, c'est un délit condamné par la loi Guesso de 1990. Et c'est pour ça que je dis que quand des responsables politiques tiennent des propos antisémites, racistes, ils doivent être condamnés, c'est prévu par la loi, mais aussi pouvoir être rendus inéligibles. Mais les juges ont la possibilité de déclarer cette peine d'inéligibilité. Tout à fait. Ils ne l'ont pas fait jusqu'à présent. Et c'est pour ça que j'ai voulu... Vous voulez tenir la main des juges? Pas du tout. Si. D'abord, je m'adresse au parquet, et c'est le garde des Sceaux qui indique au parquet l'orientation de la politique pénale. C'est quand même les législateurs, nous, les députés, qui faisons la loi pénale. Et donc on indique au parquet le niveau de sévérité qu'il faut avoir sur tel ou tel délit. Et quand même un politique qui fait de la corruption, qui fait du blanchiment d'argent, il est rendu inéligible. Et pourquoi un politique... Ça dépend. Mais bien sûr, tout à fait. Tout à fait. Et c'est bien pour ça que je suis, moi, pour avoir une extrême fermeté contre les responsables politiques qui ne respectent pas les règles de la République. Donc dès qu'il y a condamnation, il y a inéligibilité. Que ce soit blanchiment, que ce soit détournement de fonds, que ce soit agression contre des femmes, ou que ce soit propos racistes, les responsables politiques doivent être nickel. Il n'y a pas de différence entre violence à une femme et propos racistes pour vous? Si, pour moi, c'est... Pas de gradation? Pour moi, si. Et justement, dans la loi Guesso, toute discrimination en fonction du sexe, de la couleur de peau, de la religion, doit être condamnée et peut rendre inéligible selon la gravité du propos. Et c'est le juge qui, à ce moment-là, juge justement selon la gravité, si c'est de la liberté d'expression ou un délit,
et c'est le juge qui doit prononcer éventuellement l'inéligibilité. C'est une façon de brider la liberté d'expression. Mais justement, Madame Ferrari, ne confondons pas liberté d'expression et ceux qui salissent l'expression et le débat politique. Ne confondons pas la liberté d'expression sur un projet de société, rester dans le libéralisme ou en sortir, et ceux qui pointent du doigt les juifs, les musulmans, en les ciblant en particulier. Et depuis 2 ans, il n'y a jamais eu autant d'actes antisémites, autant d'actes contre nos citoyens, nos concitoyens musulmans. Qui cible les juifs, je peux vous rappeler les propos de Zemmour sur la famille Sandler, qui ont été dont il dit qu'ils sont en France pour faire de la garbure. Quand on dit d'une famille juive en France depuis des siècles qu'elle est en France pour faire de la garbure, pour faire de la soupe, et que elle n'a pas sa place en France, excusez-moi, mais dans la communauté juive, ça a suscité beaucoup d'émotions et je le comprends parfaitement. D'ailleurs, ce monsieur Sandler, qui a perdu son fils et son petit-fils dans ces horribles attentats, s'en est ému et avec raison. C'est un climat général dans notre pays. Et quand on banalise de tels propos, quand on banalise des propos antisémites, quand on banalise l'idée qu'un juif n'a pas sa place en France, quand on banalise l'idée que les musulmans sont des envahisseurs ou qu'on tire un trait d'égalité entre musulmans et terroristes, on crée un climat en France qui fait que des citoyens extrémistes, des Français extrémistes passent à l'acte. Comme on a vu des dégradations, des croix gammées sur Simone Veil, des dégradations contre nos locaux du Parti communiste français. Dernièrement, à Arras, c'est un groupuscule qui est venu avec les sigles d'une section des Waffen-SS. C'est le climat qui pèse dans notre pays. Et donc, je ne voudrais pas que l'on oublie ces heures sombres que nous avons vécues. Au lendemain de la guerre, nous étions nombreux à défendre les valeurs de la République, tous ensemble, et il faut continuer de les défendre, de les faire vivre et de bannir de nos propos le racisme et l'antisémitisme. Le problème, ce n'est pas l'étranger, le problème, c'est un modèle économique qui épuise les hommes et la planète et qui pousse à nous diviser nous-mêmes. Rassemblons-nous. Le titre de votre projet, c'est Les Jours Heureux. Les Jours Heureux, parce qu'on a tellement besoin de jours heureux, de valeurs humaines. Fabien Roussel d'être venu ce matin dans la matinale de CNews. À vous, Romain Lézard, pour la suite.